Vous Oui, êtes de monsieur. retour? Très bien. Donc, je crois qu'on peut continuer. On y va. Je vais lancer l'enregistrement encore une fois. Et maintenant, on passe à autre chose. On passe au changement de phase. Et bien sûr, le changement de phase dans ce cas, on va rester toujours sur les solides. D'accord? Changement de phase dans le cas des solides. Et pour l'instant, on va rester sur les changements de phase classiques qu'on connaît. Et quels seraient les changements de phase que peut subir un solide? Dans un sens, on aura la fusion et dans l'autre sens, on aura la solidification. D'accord? La fusion, ça sera le passage d'un solide vers un état qui est liquide et la solidification, ça sera le passage inverse du liquide vers l'état solide. D'accord? On va commencer par la fusion. Donc, la fusion d'un solide, sa transition inverse, c'est la solidification, on vient de le dire. Dans un sens, fusion, dans l'autre, solidification. Ce sont des exemples typiques de transition de phase du premier ordre. D'accord? On va voir par la suite donc, les différentes transitions de phase qui existent. Donc, on aura donc affaire à des transitions de phase du premier ordre et des transitions de phase du deuxième ordre ou bien du second ordre. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence entre transition de phase du premier ordre et celle du second ordre? Vous avez votre option ici pour lever la main. Vous pouvez donc lever la main et répondre à la question. Je crois que vous avez déjà vu donc les transitions de phase et donc transition de phase du premier ordre et du deuxième ordre. Quelle est la différence entre les deux? Alors, je crois que... Pardon, je crois que... Donc, j'ai levé la main, ça veut dire que c'est moi qui va répondre hein, à la fin. On va écrire ce qui est une transition de phase du premier ordre. Donc, ce sera celle pour laquelle la dérivée première va être donc discontinue, dérivée première de ces énergies, bien sûr. Donc, la transition sa dérivée première a des variables. Sa dérivée première. Donc, a des variables d'énergie, comme on vient de le dire. Donc, a des variables C dérivé, pas seulement ça dérivé, C dérivé. Et discontinue. D'accord? Et cette discontinuité, donc elle va apparaître tout spécialement dans le cas, par exemple, des solides, dans le fait qu'on a donc une énergie, dans ce cas, ou bien une chaleur latente, une énergie de fusion. D'accord? D'accord? Donc, en général, ces dérivées premières à des variables d'énergie sont discontinues.
mais celle-là, elle a été complétée par ce qui veut dire présence, soit on va dire d'une absorption d'énergie ou une absorption ou une émission d'énergie lors de la transition de phase. D'accord? Alors, au moment de la transition de phase, soit on a besoin de fournir de l'énergie pour avoir cette transition de phase, pour avoir ce changement d'état, ou bien on a besoin donc d'émettre de l'énergie pour passer d'un état à un autre. Par exemple, je viens de dire pour la fusion, on a besoin d'une chaleur latente qui sera donc une énergie qui sera donc absorbée pour passer de l'état solide vers l'état liquide. Contrairement à la solidification, on a besoin d'émettre une énergie, ça sera l'inverse, pas l'inverse, mais moins l'énergie donc absorbée durant moins l'énergie de la chaleur latente dans ce cas, pour revenir à l'état solide, d'accord? Si on veut parler ici de dérivés, donc on a dit discontinu, ça veut dire qu'on aura un saut donc, on aura un saut en ce qui concerne cette dérivée. D'accord? Si on trace la courbe, donc on aura une courbe où on aura un saut d'une valeur à une autre. D'accord? Je peux la représenter de la manière suivante. Donc la dérivée la dérivée va être dérivée première. Je vais mettre d de une fonction f. Fonction, bien sûr, on a des dérivés d'énergie. Donc la f devrait être une énergie. Ça veut dire énergie interne ou bien par rapport à une des variables dx. Donc cette dérivée, cette courbe devrait être de la même. C'est juste un exemple, hein. Ça ne veut pas dire que c'est un exemple fictif. Ce n'est pas un exemple réel. Ça ne veut pas dire que toutes les courbes devraient être comme ça. D'accord? Donc vous aurez un saut entre ce point et ce point. D'accord? Donc la dérivée, la fonction dérivée, son tracé devrait avoir un point où vous aurez un saut dans ce cas. Bien sûr, je vais mettre x ici. Et cela se traduit aussi par la présence d'une absorption bien d'une émission d'énergie lors de la transition de phase. D'accord? En effet, pour la fusion, pour avoir ce passage, ce changement d'état d'un état solide vers un état liquide, on a besoin, bien sûr, donc une chaleur latente de fusion qui sera LF, sera égale à la température de fusion fois la variation d'entropie. Vous connaissez tout ça d'après vos cours en première année. Qui dit température fois variation d'entropie dit automatiquement que ce sera une variation d'enthalpie. D'accord? La chaleur latente, en effet, à la température de fusion, ça sera égal à l'enthalpie
de ce processus, bien sûr, de changement d'état du solide vers le liquide. D'accord? Elle obéit, bien sûr, à la relation de Clapeyron, qui dit que la chaleur latente sera égale à la température de fusion fois la variation de la pression divisée par la variation de la température fois la variation du volume tout simplement. D'accord? On peut voir ici, donc pour différents métaux, dans ce cas différents solides, on aura des températures, bien sûr, de fusion qui vont varier en fonction de la pression. D'accord? Donc pour chaque métal ici, on a donc une température de fusion déterminée pour une pression déterminée. D'accord? Donc il faut bien déterminer les conditions thermodynamiques pour connaître donc exactement le point de fusion. En ce qui concerne la fusion, donc on va revenir sur ce qu'on a déjà vu au niveau des vibrations des atomes et tout ce qui est thermodynamique statistique. Excusez-moi un moment parce que j'ai vraiment la gorge qui est sèche. Donc je vais prendre quelque chose pour pouvoir donc terminer, continuer donc le cours. Attendez-moi une seconde. Alors je m'excuse. On continue. J'espère que maintenant ça va aller mieux au niveau de ma gorge. Donc, on va revenir sur les théories de vibration. Mais le phénomène de la fusion, il a été donc expliqué par différents scientifiques au niveau de différentes théories. Et deux théories donc sont celles qui se rapprochent le plus, donc on va dire, de la réalité. Peut-être qu'elles sont deux théories qui sont complémentaires, d'accord? Donc, il y a une qui va expliquer une partie et l'autre qui va expliquer une autre partie de ce phénomène de fusion, d'accord? Donc, aucune théorie ne peut encore rendre compte de façon complète, c'est pour ça que j'ai dit qu'elles sont complémentaires, du phénomène de fusion. Un des modèles, c'est le modèle de Lindemann, et l'autre modèle, ce sera une théorie de Frankel, d'accord? Donc, le modèle de Lindemann, élaboré en 1910, permet une approche approximative de la réalité, d'accord? Lindemann fait l'hypothèse qu'un solide devient instable et donc il fond. D'accord? Donc le solide, à un certain moment, il devient instable et par conséquent, il fond. À cause de quoi? À cause de la vibration des atomes. Et cette vibration, à un certain moment, à cause de l'élévation de la température, l'augmentation de la température, à un certain moment, les atomes, comme on avait déjà vu pour le solide, liquide et gaz, les atomes ont une vibration à une amplitude qui est suffisamment grande pour que les atomes ne restent plus liés les uns aux autres dans la structure cristalline dans ce cas. D'accord? Donc, lorsque l'amplitude des vibrations des atomes s'accroît avec la température, à un certain moment, elle atteint une fraction critique de la distance interatomique moyenne. D'accord? Je vais reprendre mon schéma ici. Je vais le reprendre ici. Alors, à une température T, à T, on va dire 1 inférieur à T2,
on aura une vibration à une amplitude bien déterminée, d'accord? Une fréquence bien déterminée, une amplitude bien déterminée. Donc les atomes ils vont vibrer dans leur position sans pouvoir quitter donc, leur position. Mais en augmentant la température, en arrivant à une température T2, on va dire que c'est la température de fusion, Tf est égal à T2. Ce qui va se passer, c'est que l'amplitude de la vibration de ces atomes va être de plus en plus grand. D'accord? Et à un certain moment, puisque donc, c'est... Oui, même problème. Puisque ces atomes vibrent sur leur position, à un certain moment, ils vont arriver à une valeur qui est critique, où ils vont quitter leurs différentes positions. D'accord? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura fusion et le solide devient liquide. D'accord? Alors, à la température T1 inférieure à la température de fusion, cette amplitude, cette vibration, même si la température a été augmentée, sa seule, son seul effet peut être donc, par exemple, une conductivité thermique, d'accord, cette vibration. Mais à un certain moment, la vibration a une amplitude tellement grande que on a une séparation des atomes. Donc les atomes vont devenir de plus en plus éloignés les uns des autres. Et à ce moment-là, on aura fusion et on aura passage d'un état solide à un état qui est liquide. D'accord? Donc ça, c'est d'après la théorie de Lindemann. On va voir maintenant la théorie de Frankel. Et on a dit que nul des deux ne peut expliquer complètement, nul des deux théories ne peut expliquer complètement ce phénomène donc de fusion, d'accord? Et on vient de dire qu'une autre théorie plus ancienne, qui est la théorie de Frankel, donc elle est plus ancienne que celle de Lindemann, explique la fusion d'un métal par le rôle que joueraient les trous dans la structure. Dans ce cas, le métal fond lorsque la concentration des trous atteint une valeur qui est critique. D'accord? Ce modèle permet de comprendre que l'on abaisse la température de fusion par irradiation, puisque l'on crée des trous dans le système par ce processus. D'accord? Alors, quelle est la différence entre le premier, ou bien pourquoi on a eu recours à une autre théorie de ce type en premier? Parce que la première théorie qu'on vient de voir de Lindemann, la théorie de Lindemann, elle ne permet pas d'expliquer comment peut-on fusionner donc des solides à des températures qui sont relativement plus basses. Par exemple, en irradiant par des irradiations infrarouges ou bien laser, on peut fusionner donc une surface sans arriver à la température de fusion. D'accord? Donc le modèle ou bien la théorie de Lindemann ne permet pas d'expliquer ça. Par contre, la théorie de Frankel le permet. À travers quoi? Frankel il se base sur les défauts ponctuels. Je crois que vous connaissez tous les défauts de Frankel et de Schottky. D'accord? Les défauts de Frankel, c'est que au lieu d'avoir des atomes dans leur position normale, je vais essayer de créer plus d'atomes ici pour que j'ai plus d'espace
ou bien plus de possibilités de rendre ça visuel. En ce qui concerne les défauts de Frankel, il se base sur quoi? Qui est-ce qui peut me définir les défauts de Frankel? Qu'est-ce que les défauts de Frankel et qu'est-ce que les défauts de Schottky? Ça me paraît vraiment bizarre que vous ne répondez pas aux questions. Je vais continuer à faire mon cours tout seul. Donc, les défauts de Frankel, c'est que des atomes qui devraient être dans des positions bien déterminées sur la structure cristalline vont aller se positionner dans des positions qui sont interstitielles, qui ne sont pas leur position naturelle. D'accord? Les défauts de Schottky, bien sûr, c'est une absence réelle de quelques atomes de leur position. Donc, présence de lacunes. D'accord? Pour Schottky, il y aura présence de lacunes. Ça veut dire qu'un atome va littéralement disparaître et vous aurez une lacune pour donc Schottky. Vous aurez une lacune, absence d'un des atomes dans cette position. Mais dans ce cas, ce n'est pas le cas, on est sur donc, les défauts de Schottky, de Frankel, pardon. Donc de Frankel, je vais essayer d'en faire un autre. Peut-être ici. Mais je vais le laisser comme ça. J'en ai deux. D'accord? Donc deux défauts de Frankel. Cet atome devrait être dans cette position, mais en réalité, c'est mis dans une position qui est interstitielle. Alors maintenant, la théorie de Frankel, pour expliquer la fusion, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le fait que par irradiation, ce qu'on va faire, c'est provoquer la présence de plus de défauts. D'accord? Par irradiation. Le premier cas ici, c'est avant irradiation. Et le deuxième, après irradiation, ce qu'on va faire, c'est déplacer plus d'atomes, ce qui va changer complètement le réseau cristallin dans ce cas, d'accord? On va déplacer un atome d'ici. On va déplacer un autre atome d'ici dans une position interstitielle. Un autre atome, par exemple celui-là, ici. Celui-là, ici. Et quand vous avez suffisamment de trous, ça veut dire d'atomes qui ont été déplacés dans une position qui est interstitielle, vous voyez que vous revenez sur un cas où vous avez donc un désordre qui s'établit à ce niveau, ce qui va permettre à ce moment-là d'avoir, dans ce cas, la fusion du solide et passer à l'état liquide. D'accord? Le solide fusionne quand il y a suffisamment
quand il y a suffisamment d'atomes déplacés. Création de trous à leur place. D'accord? Donc, pour le solide, de manière générale, bien sûr, il y aura toujours l'existence de défauts. En général, les défauts, ils existent toujours, sauf pour les composés en général qui sont relativement stoichiométriques. Et en irradiant avec une lampe, que ce soit infrarouge ou bien avec un laser, ce qu'on va faire, c'est déplacer plus d'atomes dans les positions interstitielles et par conséquence, donc, détruire la structure cristalline qui est à l'état solide, ce qui va provoquer donc, la formation d'un liquide à ce niveau. D'accord? Alors, la première théorie, elle peut expliquer donc, la fusion d'une manière générale, mais elle ne peut pas rentrer dans le détail pourquoi un solide peut-il fusionner à une température de fusion qui est plus basse que celle donc retrouvée en général, par exemple dans le cas de Lindemann. D'accord? Lindemann, c'est comme ça, pas comme ça. Ici, c'est... Donc le E, il doit être ici, d'accord? Le critère dans ce cas de Lindemann, dont la base physique est simple, permet de prévoir la température de fusion de façon approximative. Cependant, n'explique pas pourquoi un solide perd brutalement sa stabilité pour fondre dans un intervalle qui est étroit de température. D'accord? Il permet de retrouver la température de fusion, mais il n'explique pas réellement donc pourquoi on a ce phénomène de fusion. D'accord? Mais au minimum, donc, ça nous permet de retrouver relativement la température de fusion. D'accord? Maintenant, la solidification, l'inverse. Donc, on a le passage d'un solide vers un état liquide. Maintenant, la transition inverse, c'est la solidification. Elle est caractérisée par les mêmes grandeurs, température, la même température de fusion, la même chaleur latente, la même variation de volume, mais dans ce cas, avec des signes qui sont opposés. D'accord? Donc, si, par exemple, pour passer d'un solide à un état liquide, on a besoin de chaleur latente, pour passer d'un liquide à un état solide, cette chaleur latente devrait être, au lieu d'être absorbée, elle devrait être restituée, elle devrait être émise. Donc, ça veut dire que son signe devrait être opposé. D'accord? Donc, tout ce qui se passe dans un sens va se passer dans le sens inverse avec un signe qui est opposé. D'accord? Les mécanismes mis en jeu au niveau microscopique dans le déclenchement des transitions de phase dans ce cas sont différents. D'accord? Il faut faire attention. Donc maintenant, on n'a plus de vibrations d'atomes, etc. D'accord? On aura réorganisation des atomes sur des positions bien déterminées. D'accord? On aura cristallisation, par exemple, de nos atomes du liquide pour redevenir sous forme solide. Bien sûr, les mécanismes qui vont rentrer en jeu dans ce cas, tout spécialement, donc une étape qui est très importante, c'est l'étape de la germination. Donc, toute la phase solide, pour qu'elle se forme, elle sera basée sur la formation des premiers germes et du mécanisme comment se forment ces premiers germes pour ensuite évoluer et croître et avoir à la fin donc, le solide avec une structure bien définie. D'accord? Et elle va dépendre aussi tout spécialement des conditions thermodynamiques. D'accord? Pour revenir à l'état
ou même solide, ça va dépendre bien sûr de la pression, de la température, etc. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez un solide qui était sous forme cristalline et qui a été fusionné, si vous refaites la même opération, mais en refroidissant rapidement, vous pouvez donc figer les atomes dans leur position et rester sur un état qui est désordonné. Et cet état sera un état amorphe en général, ce sera la formation des verres. D'accord? Donc ça va dépendre aussi de la vitesse de la diminution de la température, du refroidissement, etc. etc. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Donc remarque, on doit noter qu'une différence importante entre la fusion et la solidification, alors que l'on peut obtenir relativement facilement un phénomène de surfusion dans un liquide, il est en revanche très difficile d'obtenir le surchauffe d'un solide au-dessus de la température de fusion. Maintenant ici, donc j'ai utilisé un jargon, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, la surfusion et la surchauffe. D'accord? La surfusion et la surchauffe, ce sont des états thermodynamiques qui sont appelés des états thermodynamiques métastables. D'accord? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce qu'est un état thermodynamique métastable en premier? Est-ce que quelqu'un peut définir qu'est-ce qu'un état thermodynamique métastable? La métastabilité est la propriété d'un état d'apparence stable, mais qu'une perturbation peut faire aller rapidement vers un état encore plus stable. Très bien. Donc, c'est un état thermodynamique qui a l'apparence de stabilité, mais qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que l'évolution dans ce cas est tellement lente qu'elle n'est pas perceptible, qu'on ne peut pas la remarquer, d'accord? Donc l'évolution vers l'état stable est tellement lente qu'on ne peut pas la voir, d'accord? Et n'importe quelle perturbation, que ce soit mécanique ou bien, on va dire, donc énergétique, qui va perturber cet état, va le faire évoluer directement à son état stable. D'accord? Donc la surfusion et la surchauffe, ce sont deux états thermodynamiques métastables. D'accord? La surfusion, c'est la surfusion d'un liquide. Ça veut dire qu'un liquide est passé en dessous de la température de sa fusion. Ça veut dire qu'il devrait devenir solide, mais il se maintient à l'état liquide, même s'il est en dessous de la température de fusion. D'accord? Et on appelle ça la surfusion du liquide. D'accord? Maintenant, l'inverse. Un solide au-dessus de sa température de fusion, pour une raison ou une autre, parce que les conditions thermodynamiques le permettent, euh, passe au-dessus de la température de fusion, mais il se maintient sous sa forme solide. Là, on appelle surchauffe. On appelle ce phénomène surchauffe du solide. D'accord? Juste pour vous rappeler, puisque il y en a qui ne se rappellent pas ce que veut dire état métastable, état thermodynamique métastable. Donc c'est un état qui a l'apparence de stabilité, mais qui ne pas et qui peut évoluer. Rapidement vers son état thermodynamique stable.
par n'importe quelle perturbation. Mécanique ou énergétique. Je ne sais pas si vous avez vu ou bien vous avez essayé une fois de prendre par exemple donc pas de la glace mais de l'eau de votre congélateur, d'accord? De l'eau qui n'est pas complètement gelée. D'accord? Vous la prenez de votre congélateur et vous essayez d'y mettre par exemple je sais pas une paille. Au moment où vous mettez donc vous touchez votre eau qui n'est pas congelée, ce qui va se passer, c'est qu'elle va passer à être solide, de la glace. D'accord? Ça veut dire que l'eau, elle était dans un état métastable. D'accord? Elle devait passer à l'état donc, de solide, mais elle était restée sous sa forme liquide. Et au moment où vous touchez ça, vous avez perturbé donc, cet état métastable et vous avez formé votre glace directement. Est-ce que quelqu'un a essayé ça chez lui? Est-ce que quelqu'un s'est amusé chez lui de faire ça? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais bien faire ça. Donc, vous devriez bien l'essayer. Vous prenez donc votre ustensile en général qui est pour former vos glaçons. Vous laissez votre eau jusqu'à presque se geler. Et ce que vous allez faire, donc, quand vous voyez que vous avez par exemple au-dessus une couche de glace, mais l'eau, elle reste toujours sous sa forme liquide, vous essayez d'y jeter quelque chose, n'importe quelle impureté, d'accord? Que ce soit donc une paille ou bien la toucher avec une cuillère, et vous la touchez. Au moment où vous touchez cette eau, vous allez voir qu'elle va se transformer, elle va devenir sous forme de glace, d'accord? Vous essayez de faire ça chez vous. Sinon, vous pouvez toujours, donc, moi j'ai cherché quelques vidéos donc pour la séance d'aujourd'hui, mais je n'ai pas pensé de chercher donc, un état métastable. Mais j'ai quelques vidéos pour une autre partie de notre cours. Mais vous pouvez toujours aller sur YouTube et regarder les vidéos où vous cherchez par exemple état métastable de l'eau ou bien glace liquide, glace eau, métastabilité. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui font l'expérience et que c'est réel, d'accord? Donc, si vous touchez votre eau qui est presque donc, à point de devenir des glaçons sous forme de glace, vous la touchez, elle devient automatiquement sur le champ, au moment même où vous la touchez, elle devient solide, d'accord? Donc, la surfusion, on vient de le dire, la surfusion d'un liquide et la surchauffe d'un solide sont des états thermodynamiques métastables. Pour être plus clair, la surfusion d'un liquide c'est que le liquide se maintienne dans cet état
même si la température, bien sa température du liquide, sa température, elle sera en dessous. En dessous, ça veut dire plus basse que la température de fusion. En dessous, pas au-dessus, en dessous. En dessous. En dessous. Et il est où le D? En dessous de sa température de fusion. T inférieur à T fusion. Maintenant, vous pouvez même vous rappeler de ça juste par le nom, d'accord? La surfusion d'un liquide. Surfusion d'un liquide. Un liquide va se maintenir sous sa forme liquide parce qu'il est surfondu. Surchauffe d'un solide. Ça veut dire que surchauffe, ça veut dire que la température sera au-dessus de la température de fusion. T supérieure à la température de fusion. Et au lieu de passer à l'état liquide, il va rester sous sa forme solide. Surchauffe d'un solide. Le solide se maintient à l'état solide à l'état solide si la température, si sa température, encore une fois, si cette température est au-dessus de sa température de fusion. T supérieur à TF. Dans ce cas, le solide se maintient à l'état solide au lieu, je vais rajouter au lieu de passer à l'état liquide, si sa température, et ici le liquide se maintient, c'est que le liquide se maintienne dans cet état au lieu de passer à l'état solide. D'accord? On a dépassé la température de fusion, mais le solide va se maintenir parce qu'on est dans un état qui est métastable. D'accord? Pour obtenir bien sûr les états métastables, il faut vraiment essayer de trouver les conditions les plus adéquates, tout spécialement donc, au niveau de la diminution, ou bien le refroidissement, ou bien l'augmentation de la vitesse de refroidissement, ou bien la vitesse de chauffage, d'accord? Et ici, le plus important donc, dans la remarque, c'est que, en général, donc, pour ces phénomènes métastables,
il est facile d'obtenir donc un liquide en surfusion que d'obtenir un solide en surchauffe. D'accord? Donc, le phénomène de surfusion, il est plus facile de l'obtenir. Ça veut dire que pour passer donc, du liquide vers le solide en refroidissant à la température, il est facile d'obtenir un état métastable de surfusion. Par contre, pour un état de surchauffe où la température est augmentée, où on a chauffage, il est difficile d'obtenir un solide surchauffé. D'accord? Passons maintenant à la sublimation. Donc la sublimation, c'est quoi? Maintenant, on est en train de nous concentrer seulement sur les solides. La sublimation, on a dit, on a solidification, on a fusion et on a sublimation, ça veut dire le passage du solide vers un état gazeux. D'accord? La sublimation, c'est le passage d'un état solide vers un état gazeux. Et bien sûr, donc, le phénomène inverse sera la condensation pour revenir à l'état solide dans ce cas, d'accord? Donc la sublimation, son état inverse pour passer du gaz vers le solide sans passer par le liquide, c'est la condensation. La sublimation est une troisième transition de phase que peut subir un solide. Celui-ci passe à l'état gazeux sans subir auparavant de fusion, d'accord? Donc il va passer directement de l'état solide vers l'état gazeux, d'accord? La pression de sublimation PS à la température T obéit à une loi qui est empirique. D'accord? Qui dit loi empirique, vous devriez vous en rappeler, loi empirique, ça veut dire que c'est une loi qui a été établie à travers l'expérience. D'accord? Donc ce n'est pas une loi qui a été donc retrouvée mathématiquement. D'accord? C'est pour ça que dans ce cas, donc, ces lois ne sont pas très exactes. Elles vont donc dépendre des différents systèmes qu'on a, des différents solides dans ce cas, puisque le système devrait être solide. Et bien sûr, selon les différents systèmes, et on a un cas concret ici, on aura donc une correction qui peut être donc effectuée au niveau de cette loi. D'accord? Donc la loi en général, c'est logarithme de la pression de sublimation est égal à une constante A moins une constante B divisée par la température. Donc vous pouvez suivre la pression en fonction de la température et retrouver donc ces différentes constantes. Ou bien, donc, dans ce cas, c'est la loi en général empirique, mais qui a été modifiée, qui a été corrigée par d'autres scientifiques, par exemple dans le cas de celle de Nesmeyanov, où on a rajouté un deuxième terme ici. Donc vous voyez que ça, c'est la même loi qu'avant, mais qui a été corrigée par un autre scientifique, qui est Nesmeyanov, et on a rajouté un deuxième terme où on fait intervenir une autre constante fois la température plus d fois logarithme de t, donc une autre constante fois logarithme de t. Et cela parce que cette loi, elle n'est pas vérifiée pour tous les solides. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle a été corrigée. D'accord? Parce que à chaque fois que j'arrive ici, donc je suis en train d'anticiper, on me dit, ah, pourquoi il y a deux lois? D'accord? C'est une loi qui est basée sur l'expérience. Alors, plus il y a d'expérience, plus il y a de solides, de systèmes solides qui ont été étudiés, plus la loi peut être corrigée. Et une des lois qui est la plus correcte, pas correcte, mais la plus proche de la réalité, c'est celle de Nesmeyanov, où on a un ajout d'un deuxième terme qui fait intervenir la température et le logarithme de la température. Mais c'est la même loi corrigée avec un deuxième terme. D'accord? C'est juste pour préciser ici. Et si vous utilisez l'une ou l'autre, à moins que je vous dise moi-même, en utilisant la loi de Nesmeyanov, vous savez que vous pouvez utiliser celle-là ou bien celle-là. D'accord? Si je vous dis, si je vous spécifie, en utilisant la loi de Nesmeyanov, ou bien retrouver, par exemple, la pression, ou bien tracer la pression en fonction de la température, en utilisant la loi de Nesmeyanov, là, vous êtes obligé d'utiliser celle-là. Mais en général, vous pouvez utiliser celle-là, puisque celle-là, elle a été complémentée. D'accord?
J'insiste, s'il vous plaît, j'insiste. Donc, je n'ai pas parlé de la condensation, mais la condensation, donc ça sera le phénomène inverse, bien sûr. Donc, ça sera régi pratiquement par la même loi. D'accord? Mais inversement, bien sûr. D'accord? Donc, on a sublimation. Le retour à l'état solide, ça sera une condensation. D'accord? Maintenant, la métastabilité, on vient de la voir. Il est très difficile, nous l'avons noté, d'obtenir un solide dans un état thermodynamique métastable. Donc, on ne peut pas, il est très difficile de l'obtenir en un état de surchauffe, on vient de le dire. En fait, mais donc, à toute règle, une exception. Il a été démontré, par exemple, par des expériences, qu'on peut obtenir des solides en état de surchauffe. Et dans ce cas, pour de petites particules solides. L'expérience qui a été effectuée, ce sont donc des petites sphères de 0,15 mm de diamètre d'argent qui ont été donc, revêtues d'or, enrobées par de l'or. Ces sphères ont été surchauffées pendant 1 minute à une température de 24 Kelvin au-dessus du point de fusion de l'argent. Vous voyez que 24 Kelvin, vraiment, c'est une valeur de température qui est très, très, très faible. Et cela, ça veut dire que cette expérience a été effectuée au laboratoire. Ce n'est pas une expérience qui peut être réellement effectuée à grande échelle. 24 Kelvin, vous savez déjà que la différence entre le degré Celsius et le Kelvin, c'est déjà 273,15 pardon, 273,15 Kelvin dans ce cas. Vous voyez que 24 Kelvin, c'est une valeur qui est vraiment très, très faible. D'accord? Mais on a pu prouver que on peut, même si c'est difficile, on peut obtenir un solide en état de surchauffe. On peut aussi observer sur certains solides un phénomène de fusion en surface qui s'amorce en dessous de la température de fusion. D'accord? Donc, dans ce cas, c'est l'inverse, c'est la surfusion. Donc, dans ce cas, on peut provoquer la fusion au niveau de la surface à des températures de fusion qui sont inférieures à la température, à des températures qui sont inférieures à la température de fusion de ce solide. Et bien sûr, donc cette fusion peut progresser continuellement lorsqu'on s'approche de la température de fusion. Ce phénomène a été observé sur le plan à 40 Kelvin, en dessous de la température de fusion dans ce cas. D'accord? Maintenant, on a parlé des solides, on a parlé des 3 dimensions des solides, mais il faut faire attention parce que les propriétés des films, qui peuvent être considérés comme on va dire des systèmes qui sont en 2 dimensions et pas des systèmes qui sont en 3 dimensions. D'accord? Donc pour les films, plus spécialement les couches minces et les films minces, dans ce cas, ils peuvent être considérés des systèmes en 2 dimensions. Les propriétés thermodynamiques de la matière à 3 dimensions sont différentes de celles des systèmes à 2 dimensions. Par exemple, film mince, couches monomoléculaires qui peuvent être au-dessus d'un substrat, ou couches adsorbées sur un substrat. De façon plus générale, on peut montrer que le comportement en fonction de la température des principales grandeurs thermodynamiques est différent à 2 et à 3 dimensions. D'accord? Donc, il y aura une différence entre ceux qui sont de 3 dimensions et ceux qui sont de 2 dimensions. Donc, dans ce cas, pour les films, ils sont considérés de 2 dimensions. D'accord? Ils vont différer de tout ce qu'on avait déjà vu. Et cela, donc, en particulier, à basse température. Donc, cette différence, elle est plus aggravée à basse température. Et on peut démontrer ça par la chaleur spécifique à basse température d'un film mince qui suit une loi en T au carré. Vous vous rappelez de la relation de Debye où on avait la capacité calorifique
bien, la chaleur spécifique à volume constant était une fonction de température sur la température de débail au cube. D'accord? Dans le cas des fils minces, elle va devenir donc T sur θ au carré au lieu d'être au cube. D'accord? On peut ainsi observer une transition dans des multicouches, plusieurs couches de molécules superposées d'un comportement bidimensionnel à un comportement tridimensionnel pour chaque chaleur, pour la chaleur spécifique. D'accord? Donc, si vous avez des multicouches, ça sera donc pour avoir toute l'image de ce qui se passe au niveau de trois dimensions, vous devriez faire donc la somme de tout ce qui se passe au niveau des deux dimensions de chaque couche, donc indépendamment. D'accord? Bon. Ça veut dire que en faisant, on va dire, donc l'intégrale de tout ce que vous retrouvez en deux dimensions pour chaque couche va donner donc le comportement, tout spécialement pour la chaleur spécifique, au niveau des trois dimensions. Alors, tout ce blabla et tout ce qu'on est en train de dire, à quoi ça sert, d'accord? Donc, vous voyez qu'on est en train beaucoup de parler, mais à la fin, donc, on devrait bien donc cibler quelque chose. Pourquoi on est en train d'étudier tout ça? Donc, une des applications les plus importantes que vous allez voir, et donc j'avais déjà annoncé avant, c'est, on avait parlé de la DSC. Donc, on avait dit, euh, c'est la calorimétrie, donc l'analyse calorimétrique à balayage différentiel, donc DSC. Mais l'autre technique dont on avait parlé, c'est l'analyse différentielle, donc l'analyse thermique différentielle dans ce cas. D'accord? Les deux techniques, comme je l'avais déjà annoncé, vous allez peut-être soit aller voir juste comme ça, donc voir les appareils, en faisant donc une petite visite au laboratoire, ou bien peut-être que vous aurez même des TP à ce niveau. On va voir selon donc la situation, comment elle va évoluer au niveau de la pandémie, d'accord? Et vous allez voir ça avec monsieur le professeur Mansouri, qui est le spécialiste de ces analyses qui sont des analyses thermiques, d'accord? Que ce soit gravimétrique ou bien différentielle ou bien la DSC, d'accord? Alors, en quoi c'est intéressant de voir l'analyse thermique différentielle dans ce cas? À travers tout ce qu'on vient de voir, on peut déterminer, par exemple, les, les chaleurs spécifiques. D'accord? On peut déterminer aussi, par exemple, les chaleurs latentes. D'accord? On peut déterminer les températures qui sont spécifiques à des solides bien déterminés, que ce soit la température de transition vitreuse, que ce soit la température de fusion, etc. D'accord? Donc, cette technique, elle nous permet de l'effectuer et de retrouver toutes ces données thermodynamiques juste en effectuant une analyse. Et cela par quoi? Donc, déjà, on a cité différentiel, ça veut dire qu'il y aura différence entre quoi? Entre votre échantillon et en comparant votre échantillon à un échantillon qui va être une référence, d'accord? Alors, vous avez votre appareil qui est de ce type, bien sûr toujours piloté par ordinateur. Vous avez donc un four dans lequel vous allez donc mettre des nacelles. Des nacelles. Vous avez deux nacelles ici sur un porte-échantillon. D'accord? Donc le porte-échantillon, c'est celui-là. Et vous aurez donc deux nacelles qui vont se positionner ici sur cette canne. Donc cette canne va ramener aussi un thermocouple pour mesurer les températures des deux échantillons, d'accord, de l'échantillon bien sûr et de votre référence. Bien sûr, ça c'est votre donc, four et vos échantillons seront introduits dans le four pour augmenter, pour varier la température et faire l'analyse, d'accord? Et vous avez bien sûr donc une source de gaz si vous voulez effectuer, donc si vous ne voulez pas d'interférence entre votre échantillon
et l'atmosphère dans laquelle vous êtes, vous pouvez utiliser une atmosphère d'un gaz qui peut être un gaz inerte, que ce soit l'argon ou bien l'azote, qui va vous permettre d'éviter n'importe quelle réaction, par exemple de l'oxygène ou bien d'autres gaz qui peuvent exister dans votre atmosphère ou bien dans l'air. D'accord? Alors, la détection très rapide d'une transition de phase dans un solide, donc fusion, transition structurale et sa caractérisation température et chaleur latente sont souvent une démarche très importante lorsqu'on étudie un matériau. L'analyse thermique différentielle ATD permet de détecter un changement de phase et notamment la fusion d'un solide. Son principe est simple. On compare la température d'un échantillon du matériau étudié à celle d'un autre matériau inerte de référence et on enregistre sa variation lorsqu'on chauffe les deux matériaux à vitesse constante. D'accord? On va chauffer à vitesse constante et on va, au fur et à mesure, comparer les deux valeurs de température. Ça veut dire que ce qu'on peut faire, ou bien ce qu'on va faire, c'est enregistrer delta T en fonction de la température. D'accord? Delta T, c'est la différence de température entre l'échantillon et la référence. Et on vient de dire que la référence, elle est inerte. Donc, elle ne devrait ni absorber, ni émettre de la chaleur. D'accord? Et en variant la température, au fur et à mesure qu'on varie la température, ce qu'on aura, on aura un graphe on devrait avoir un graphe sous cette forme avec différents pics. Les pics, on va voir qu'ils vont correspondre chacun à soit une transition de phase, soit une transition vitreuse, une température de transition vitreuse, soit une chaleur latente. D'accord? Laissez-moi voir, peut-être. Je vais essayer de faire quelque chose de plus réel. Ou bien je peux directement donc le tracer. Donc, plus ou moins quelque chose comme ça. On avait dit ici, c'est delta T. En fonction de la température. On va essayer de refaire ça. Un pic comme ça. Et un autre pic. Plus ou moins. D'accord. Alors, un pic comme ça est dit pic endothermique. Donc, il correspond à un phénomène endothermique. Un phénomène où on a
absorption d'énergie. D'accord? Donc, à ce moment-là, si vous êtes en train d'appliquer donc une température donnée, ce que va sentir donc ici votre thermocouple, cette différence, elle sera donc une valeur donc, où il y aura absorption, il y aura perte au niveau de température. Pourquoi? Parce que cet échantillon a absorbé cette énergie pour effectuer, par exemple, une transition de phase. D'accord? Un pic endothermique, il peut correspondre donc à une chaleur, une consommation d'énergie pour une transition de phase. Et dans le cas des solides, ce sera la chaleur latente. Peut correspondre à une décomposition, une réaction de décomposition, par exemple. Donc, ce sera un pic endothermique. C'est un phénomène endothermique, le pic vers le bas où il y a absorption d'énergie. C'est absorption et pas adsorption. Absorption d'énergie. Il y a consommation d'énergie fournie. On lui fournit une énergie à travers quoi? À travers la température. Il va l'absorber pour effectuer donc un changement de phase. D'accord? L'autre pic peut être un pic exothermique. Ça veut dire qu'il y aura libération ici d'énergie. Il y aura émission d'énergie. On lui donne une température et ce que va percevoir ici le thermocouple, c'est que la température est plus élevée que ce qu'on a donné. D'accord? Pourquoi? Parce que le système, l'échantillon, il a émis une énergie. Ça peut être, dans ce cas, une transition de phase aussi, mais au lieu d'être une chaleur latente, ça sera l'inverse de la chaleur latente, ça peut être une solidification. D'accord? Ça peut être une réaction d'oxydation. D'accord? C'est pas ce que j'ai de plus. Déshydratation, par exemple, pour un pic endothermique. Ça peut être une déshydratation. Et pour donc ici, ça peut être réaction d'oxydation, ça peut être réaction de polymérisation. Donc, chaque phénomène peut être détecté à ce niveau, d'accord? Et chaque phénomène va correspondre à une température donnée, bien sûr, d'accord? Et il est connu, par exemple, pour une décomposition. Par exemple, une décomposition en carbone, ça devrait être aux environs de 300 degrés. Perte, donc déshydratation, perte d'eau, ça devrait être aux environs de 100 degrés. Donc, vous connaissez déjà les températures. Vous pouvez attribuer chaque pic à chaque phénomène qui peut donc apparaître. D'accord? Donc, il est très important donc, de connaître donc, la technique d'analyse thermique différentielle qui permet aussi, par la suite, par l'analyse des résultats, de retrouver les différentes grandeurs qui peuvent être caractéristiques d'une transition de phase. D'accord? Donc, grosso modo, c'est ce que je voulais dire au niveau des solides. Je crois que je vous ai perdu un instant. Attendez. M'entendez?
Oui, monsieur. J'ai Oui, perdu la monsieur. connexion. Très bien. J'espère que vous n'avez pas perdu grand-chose au niveau du cours. Très bien. Alors, je viens de dire que c'est ce que je voulais donner dans un premier temps au niveau des solides. Maintenant, on va passer au chapitre suivant, qui est réellement maintenant la thermodynamique des transitions de phase. D'accord? Et on va voir que dans ce chapitre, on va essayer de ne plus nous limiter aux transitions de phase classiques que vous connaissez, qui sont les trois états que vous connaissez, qui sont l'état solide, liquide et gaz, mais on va essayer de généraliser ce qui est transition de phase. D'accord? On va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Je crois qu'on a quelques minutes de plus pour commencer le chapitre. Mais avant de continuer, donc, il me manque de vous passer le premier chapitre et le deuxième chapitre, l'introduction et le chapitre qu'on vient de terminer. Je vais vous l'envoyer dans. Je vais l'envoyer à Sioub. J'espère qu'il est là. Je crois que j'ai vu son nom. Ioub. D'accord. D'accord. Je vais vous envoyer le chapitre 1 et le chapitre 2. Et le chapitre 3, quand on aura terminé donc, le chapitre 3, je vais vous l'envoyer aussi. D'accord. Mais entre-temps, ceux qui sont rentrés sur YouTube, ils peuvent voir que déjà j'ai mis donc, les deux vidéos de la semaine dernière. Elles sont déjà disponibles. Donc, si vous voulez rafraîchir un petit peu les idées, vous n'avez pas besoin de regarder toute la vidéo. D'accord. Donc, vous avez la présentation devant vous. Vous pouvez feuilleter, passer donc la vidéo rapidement pour voir un petit peu ce qu'on avait déjà fait la séance dernière. Si vous ne prenez pas de notes, d'accord. Si vous prenez des notes, donc ce sera plus facile pour vous de donc le cours, d'accord. Alors, maintenant, on va essayer de généraliser un petit peu ce qui est les transitions de phase, d'accord. Premièrement, donc, il est important d'étudier donc les transitions de phase. La thermodynamique des transitions de phase est un domaine important de la science des matériaux, puisqu'elle permet d'étudier les conditions thermodynamiques qui président l'apparition de ces nouvelles propriétés de la matière, d'accord. Et ici, j'aimerais souligner le mot nouvelle propriété. D'accord? Maintenant, on va essayer de ouvrir plus donc, le domaine qui est la transition, les transitions de phase, les changements de phase, les changements d'état, comme vous le voulez. Mais au lieu de rester seulement sur les transitions classiques que je viens de citer, solide, liquide et gaz, donc, que ce soit solidification, condensation, liquéfaction, vaporisation, ce que vous voulez. D'accord? On va essayer de généraliser tout ça. Et vous allez voir que on ne va pas rester seulement sur ce qui est donc un changement qui est visuel, mais on va généraliser à tout ce qui est donc nouvelles propriétés physiques qui vont apparaître au niveau donc d'un matériau, d'accord? Par définition, une phase d'un système est décrite par tout un ensemble de variables d'état, d'accord? Du point de vue thermodynamique, la notion de phase est équivalente à celle d'un état, d'accord? Mais de façon générale, on appelle transition de phase ou changement d'état ou bien de phase le passage d'un corps d'un état physique donné, caractérisé par un ensemble de propriétés, à un autre état physique. D'accord? Pas seulement passer d'un état qui est liquide, solide, liquide, gaz, gaz, liquide, gaz, solide, etc. Mais le passage à un autre état physique avec de nouvelles propriétés. Ces propriétés, elles peuvent être des propriétés physiques, elles peuvent être des propriétés électriques, elles peuvent être des propriétés magnétiques. D'accord? Donc, cet état physique se traduit souvent par l'apparition de nouvelles propriétés physiques telles que le magnétisme ou bien la supraconductivité.
D'accord? Alors, pour vous donner une idée concrète sur ce qui est une transition de phase, donc j'ai pris un cas qui est donc, le plus connu au niveau de la supraconductivité, c'est le cas d'un oxyde d'yttrium, barium et de cuivre. D'accord? Dans ce cas, ce qu'on a, c'est un matériau avec une structure cristalline bien déterminée. D'accord? Mais au moment où on le refroidit, donc, qui est un matériau, on va dire, normal, à température ambiante, à 25 degrés Celsius, d'accord? C'est euh, un matériau qui n'a pas réellement de propriétés magnétiques ou bien de propriétés électriques, mais qui a une température très froide, très basse, il fait apparaître de nouvelles propriétés physiques qui sont des propriétés magnétiques, qui est appelé donc l'effet Messner, et des propriétés de supraconductivité. La supraconductivité, ça veut dire que vous avez une conductivité sans résistance. D'accord? Il n'y a pas de résistance sur le supraconducteur. D'accord? Donc, ce matériau, quand il est donc mis dans des conditions de température d'environ 77 Kelvin, donc c'est la température de liquéfaction de l'azote. C'est la température à laquelle l'azote est en phase liquide. Vous avez votre matériau qui va devenir magnétique et supraconducteur. Et pour voir ça d'une manière qui est plus concrète, c'est mieux que d'en parler. J'ai préparé donc quelques vidéos ici. J'espère que j'ai bien fait les choses. Alors, est-ce que vous voyez la vidéo? Est-ce que vous voyez pour l'instant juste l'image Oui. de la vidéo? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour que vous le sachiez? Ici, vous voyez que c'est un bouchon de bouteille, d'accord? Et ici, vous avez votre matériau en noir qui est l'oxyde d'yttrium, barium et de cuivre. Et vous avez au-dessus ici ce cube. Ce cube, c'est un aimant. Vous savez ce que c'est qu'un aimant? Mernaté, en arabe. D'accord? Donc, c'est un aimant. Au-dessus de quoi? Au-dessus de votre céramique. Cette céramique, donc d'IPCO. En général, on l'appelle IPCO, yttrium, barium, cuivre et oxygène. Et regardez donc. À température ambiante, rien ne se passe. D'accord? Vous avez votre aimant au-dessus et rien ne se passe. C'est une céramique qui est normale, qui paraît qu'elle est isolante, qu'elle n'est pas magnétique. D'accord? À haute température, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien. Alors maintenant, on va voir ce qui va se passer au moment où on lui rajoute de l'azote liquide. Donc, vous avez toujours votre boîte pétrie avec votre céramique. Et on a rajouté seulement dans la boîte pétrie de l'azote liquide. Et maintenant l'aimant. Et vous voyez que l'aimant, maintenant, flotte au-dessus de votre céramique. D'accord? Vous voyez qu'il flotte littéralement. On appelle ça la lévitation au niveau de la supraconductivité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la céramique
à changer, à transiter, à effectuer une transition de phase au moment où on a diminué sa température aux environs de 77 Kelvin. D'accord? Alors, la céramique, elle est passée d'un état qui est, on va dire, normal à un état qui est magnétique. D'accord? Donc, la céramique, à cause du champ magnétique de l'aimant, ce qu'elle va faire à cette température, cette céramique, elle va générer un champ magnétique qui sera inverse, qui sera répulsif de cet aimant. D'accord? Et ce phénomène, on l'appelle l'effet Messner. D'accord? Et c'est un phénomène qu'a découvert donc un savant hollandais qui s'appelle Carmelin Hahn et qui a reçu donc le prix Nobel pour cette découverte. Je crois que c'était en 1911. D'accord? Alors, maintenant, ce changement d'état, d'un état qui est normal à un état magnétique, c'est un changement de phase. D'accord? C'est une transition de phase. Vous voyez que votre céramique, c'est la même. La seule chose, c'est qu'à une température donnée, ce qu'elle va faire, elle va générer un champ magnétique qui sera un champ magnétique inverse à celui de l'aimant. D'accord? Et en effet, il y a une lévitation réelle. Donc, ce champ magnétique, je peux vous assurer que c'est un champ magnétique qui a une force vraiment très très forte. Donc, selon bien sûr l'aimant utilisé, il peut même lever une personne de 80 kilogrammes. Donc, il pourrait se mettre au-dessus, donc selon bien sûr le type d'aimant que vous avez. La force qui va être générée va être aussi forte qu'elle peut donc lever la personne et donc effectuer donc un champ qui sera inverse pour permettre donc cette lévitation. D'accord? Pour un petit peu donc continuer sur la même idée, je vais vous montrer un petit peu les gens comment ils font pour inventer de nouvelles choses. D'accord? J'ai une autre vidéo. Donc la vidéo, elle est de Lexus. Je ne sais pas si vous connaissez donc la marque de voitures, mais si on est en train de faire un petit peu de publicité à ce niveau. Mais bon, la marque de voiture Lexus, c'est une marque qui est japonaise. Monsieur, Et oui. pour la première vidéo, pourquoi l'azote liquide exactement? C'est parce que la transition de phase, elle s'effectue à une température qui est très basse, en dessous de 80 Kelvin. D'accord? Et l'azote liquide, sa température de liquéfaction est de 77 Kelvin. D'accord? Donc ce n'est pas parce qu'il intervient, c'est parce qu'il va fournir la température qui est suffisamment faible. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas faire dans un réfrigérateur. Un réfrigérateur, c'est moins de 173,15 Kelvin. D'accord? Ok, monsieur. D'accord. Pardon, c'est moins. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est 200. Un réfrigérateur, ça sera 0 degré, ça sera 253,15. Parce que je viens de dire une bêtise. Donc, c'est 253,15 Kelvin. D'accord? Un réfrigérateur, c'est rien du tout par rapport aux 77 degrés, 77 Kelvin de l'azote liquide. D'accord? Donc l'azote liquide, c'est moins 293 degrés Celsius. D'accord? Donc c'est beaucoup moins que ce que vous pouvez avoir dans un réfrigérateur, dans un congélateur. D'accord? Donc un congélateur, je ne sais pas si ça arrive à moins 10. Monsieur, D'accord? le hélium aussi peut être utilisé, non? Comment? L'hélium, hélium liquide. Exactement. La découverte au départ a été effectuée donc avec de l'hélium. C'est la découverte. D'accord? Elle a été effectuée, mais pas sur l'IPCO, mais si je me rappelle bien, le mercure. D'accord? Mercure, oui. Donc, Oui. on trouvait donc l'existence de la superconductivité donc pour le mercure. Donc après ça, donc ça c'est l'aspect donc magnétique. On va continuer sur cet aspect
et on va voir donc cette petite vidéo de la compagnie Lexus, je viens de dire, des voitures. Donc vous allez voir comment on essaye d'innover donc, au niveau de compagnies de ce type, d'accord? Donc on va voir une vidéo où ces gens, ils se sont fixés l'idée d'inventer un hoverboard. Hoverboard, c'est une planche qui peut donc être utilisée comme ça. Vous connaissez les skateboards. Hoverboard, c'est une planche qui va être lévitée dans ce cas, d'accord? Au lieu d'avoir des roues, c'est la lévitation, d'accord? Donc, je vais voir si ça se lance, donc la vidéo. We at Lexus always try to achieve the impossible. That is the attitude we apply to everything. With a constant desire. Donc, ils se sont fixés l'idée d'inventer cette planche. Ça, c'est réel. Donc, un petit peu un rêve fou. Donc, ils en sont en train d'expliquer comment ils ont eu l'idée. Alors, le concept un petit peu. Alors, l'idée, c'est quoi? Donc, vous avez l'aimant. Oui, c'est passé rapidement. Vous avez l'aimant et vous avez donc votre supraconducteur ici. Et bien sûr, le supraconducteur, il devrait bien sûr être alimenté tout le temps d'azote liquide. Et petit à petit, ils ont commencé un petit peu le design de la planche. Bon, ça ne marche pas pour l'instant. Ah. Ils ont repris donc le travail pour changer donc la planche, le design bien sûr. Donc le principe bien sûr, il est en train d'expliquer le principe. Donc sans contact sur donc le circuit. The magnetic track has a certain magnetic field configuration, and this configuration is now also present in the superconductor. And when they are cooled down, then this field configuration is frozen in. When the superconductor stays in this position, it's an arc of regardez, 90 kg et ça supporte bien. Donc ça, c'est un skateboarder donc professionnel qui a essayé donc d'essayer donc le prototype. Un petit peu de publicité bien sûr pour leur voiture qu'ils inventent. Et à la fin, ils ont réalisé un véritable circuit à Barcelone. Donc tout le circuit, il est en aimant, donc avec un champ magnétique. Et bien sûr, donc le hoverboard, bien sûr, utilisant donc le matériau supraconducteur. Donc ils ont pu réaliser le projet en un peu plus d'une année.
superconductivity is a fascinating phenomenon. It's spectacular. Déjà, donc, ici, puisqu'il a dit que c'était un phénomène fascinant, vraiment la supraconductivité n'est pas très bien comprise. Donc, il y a beaucoup de choses à réaliser à ce niveau. Il y a beaucoup de recherches qui sont en train d'être effectuées pour comprendre un petit peu comment ça marche. As our legendary Takumi craftsman said, the difficult takes time. C'est The fini. impossible just takes time. On va juste voir un petit peu le parcours qui a été donc réalisé. Vous allez me dire donc maintenant pourquoi tout ça, pourquoi cette histoire. C'est juste pour vous dire que ça peut commencer par une idée qui est folle pour passer donc à quelque chose qui est réel. Ça, c'est un train appelé Maglev qui a été réalisé donc à Shanghai et qui est donc opératif, d'accord? Il est opérationnel, il fonctionne et il existe, d'accord? Donc les gens qui auront, je l'espère dans le futur, l'opportunité d'aller donc à Shanghai, ils peuvent utiliser ce train. Donc c'est un train qui fonctionne par lévitation. Par quoi? Par ce matériau donc supraconducteur. D'accord? Donc les rails, elles permettent d'avoir donc un champ magnétique qui permet, donc vous voyez, que le train lévite. Donc il n'y a pas de roue, il n'y a pas de rail réel. Et donc, si on continue depuis l'intérieur, donc, on peut voir que le train il peut atteindre des vitesses qui peuvent arriver à 450 km/h. S'il va mettre la caméra à un certain moment sur donc le compteur de vitesse. Pour l'instant, 235 km/h, mais bon, j'espère que vous croyez qu'il peut atteindre ces vitesses-là. D'accord? Vous pouvez toujours revenir sur les vidéos, donc sur Internet. Et bon, on a eu l'opportunité de voir Maglev, donc Shanghai, déjà opérationnel. Et il y a un autre projet que le Japon est en train de développer, qui est le Maglev Japon. Il est en phase d'essai et c'est un train qui peut atteindre 610 km/h et il est donc tout le temps lévité, d'accord? À travers quoi? À travers ce matériau. Ça veut dire que les choses que vous, juste pour vous dire que les choses que vous êtes en train d'effectuer, que vous allez entreprendre au niveau laboratoire, ils peuvent arriver un jour à être utilisés donc dans des applications qui sont réelles, d'accord? C'est juste pour un petit peu vous motiver à essayer de comprendre et de continuer vos études et peut-être continuer une carrière en doctorat, d'accord? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser avant de conclure la séance. Est-ce qu'il y a des questions? Des doutes? S'il n'y en a pas, vous pouvez toujours revenir au cours, préparer vos questions et les poser les séances prochaines, d'accord? Bonjour, monsieur. Comme je l'ai promis, donc je vais envoyer les 2 premiers chapitres à votre délégué Youb et qu'il l'envoie aux autres. D'accord? Je ne sais pas si est-ce que vous avez un email qui est en commun du groupe, de la section, du master? Youb, tu es là? Il est parti quoi? D'accord, donc je vais essayer de l'envoyer à Youb et en même temps, en général, ce que je fais, c'est de l'envoyer aussi sur la fenêtre de discussion. En général, vous pouvez récupérer donc les fichiers que j'envoie. D'accord? Et comme ça, vous aurez les 2 premiers chapitres. La séance prochaine, on va essayer de
détailler tout ce qui est transition de phase en général. D'accord? C'est bien? Ça va? Alors, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit la séance prochaine, Inch'Allah. D'accord? Au revoir. Ok, monsieur.